Bernard Vouillot, donc professeur à l'université Paris-Sorbonne et qui a énormément travaillé entre la théorie de la littérature et la théorie de l'art, qui a publié un nombre très important de livres, dont un sur les tableaux vivants. Récemment, nous avons fait ensemble un entretien avec Hubert Damisch qui est paru dans la revue de l'INHA Perspective. Donc, il a donné comme titre de sa communication « Un art de l'échafaudage » et je lui laisse la parole. Merci. Merci Giovanni. Alors, bien entendu, je me suis déplacé, c'est-à-dire que j'ai à la fois changé de propos et donc de titre. Et le titre donc de ma communication ce matin est « Un art du déplacement ». J'ai en vue un travail sur les concepts qui relève de la littérature. Cette phrase qui va donner sa matière à mon intervention, je l'extrais de l'entretien qu'Hubert Damisch nous a accordé à Giovanni Carreri et à moi pour le dernier numéro de la revue Perspective. Giovanni vient d'y faire allusion. Énoncé étrange. D'abord parce que, contrairement à ce que promet la locution « avoir en vue », son contexte immédiat interdit de lui assigner une portée programmatique, de le comprendre comme l'annonce d'un travail à venir. Mais par ailleurs, cette même locution indique bien que le travail ainsi visé, un travail sur les concepts qui relèvent de la littérature, est maintenu dans une tension projective, comme si, déjà entamé, il était inachevable, voire peut-être inatteignable, selon une formulation dans laquelle nous avons appris à reconnaître, avec et depuis Blanchot, la temporalité aporétique de ce que nous appelons littérature. Mais étrange, cet énoncé, il est aussi parce qu'il perturbe, ou mieux, parce qu'il déplace, de termes dont Hubert Damisch a fait comme la marque de son intervention dans le champ de l'histoire de l'art et de la philosophie de l'art. Cet énoncé déplace donc ce que Deleuze, dans le dernier livre qu'il a écrit avec Guattari, dit de la philosophie et de la littérature, et plus généralement de l'art. La philosophie qui crée, dit-il, mais des concepts, quand la littérature, elle, aurait affaire à des percepts et à des affects. En sorte qu'un travail sur les concepts qui relèvent de la littérature, comme Damisch l'a en vue, cela ne pourrait être que le produit d'un travail de déplacement. Ce ne pourrait être que le fait d'un philosophe déplacé, comme on le dit, non des personnes déplacées, mais de quelqu'un qui s'assortit mal à une compagnie, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, qu'il faudrait peut-être nous habituer à reconnaître en Damisch le neveu de Rameau, si ce n'est celui de Wittgenstein. L'expression philosophe déplacé est de Damisch lui-même, qu'il employait dans le long entretien qu'il a accordé à Stephen Bann pour l'Oxford Art Journal de février 2005. Je cite le passage qui m'intéresse. En fait, je continue à me penser comme une sorte de philosophe déplacé. La question du déplacement est en quelque sens, qu'on prenne le mot, cruciale dans mon travail. Selon Gilles Deleuze, la philosophie est affaire d'invention de concepts. En ce sens, je ne suis pas un philosophe, je n'invente pas de concepts, mais j'essaie de les déplacer. Si le terme déplacement a en effet plus d'un sens, il en est deux qui me semblent particulièrement prégnants pour rendre compte du travail de Damisch. L'un fait signe vers les déplacements calculés des pièces sur un échiquier. Il en était question tout à l'heure dans le film de Terry. Une grille de jeu dont il n'est pas utile, je pense, de rappeler l'importance qu'elle revêt en matière de perspective, comme d'exposition. Je pense au projet Mauves, à l'exposition de Rotterdam en 1997. Le second sens nous reconduit à l'allemand, Verschiebung, de la Traumdeutung,
où il désigne la deuxième des 4 opérations par lesquelles procède le travail du rêve, Traumarbeit. En somme, nous tenons là les éléments d'une poétique qui ferait sa place à l'inconscient. Le neveu de Rameau, soit, on connaît l'admiration que Diderot et son personnage portent au jeu de Philidor, mais à l'heure de Freud. Ce qui n'est d'ailleurs pas si étrange, si l'on se rappelle l'incipit du texte de Diderot, mes pensées, ce sont mes catins. J'ai en vue un travail sur les concepts qui relèvent de la littérature. Si la déclaration qui figure dans l'entretien de perspective m'importe, c'est parce que Damisch y déclare, justement, beaucoup plus nettement, me semble-t-il, qu'il n'a jamais pu le faire ailleurs, un rapport à la littérature qui m'est toujours apparu comme fondateur. Et cela à proportion de ce qu'il peut avoir de dissimulé. Alors, comme je m'engage sur un terrain très glissant, comme ce type de proposition est foncièrement clivant, les uns en tirant prétexte pour disqualifier toute prétention du discours à parler d'autre chose que de lui-même, les autres pour disqualifier comme non scientifique ou non philosophique, bref, comme littéraire, tout discours qui afficherait, voire revendiquerait une telle connivence, eh bien, il me faudra beaucoup de tours et de détours, beaucoup de mots, et je serai obligé d'abréger, pour essayer d'amener au jour toutes les implications de ce rapport. Et déjà, pour dissiper un premier malentendu quant à la littérature, je rappellerai la citation que Damisch fait dans l'origine de la perspective du mot de Cocteau, selon lequel, je cite, « La poésie, c'est l'exactitude, le chiffre ». J'ai en vue un travail sur les concepts qui relèvent de la littérature. Peut-être aurais-je dû commencer par dire que j'ai trouvé dans cette déclaration une manière de confirmation à quelque chose qui s'est dessiné à ma première lecture d'un texte de Damisch. Et ce fut, comme pour beaucoup, théorie du nuage, quand bien même ce premier livre, relativement tarvenu, avait l'austérité, voire la raideur d'un traité, et qui fut moins perceptible, la liberté, j'utilise le mot à titre provisionnel, que l'on trouve ailleurs, y compris dans des textes antérieurs, comme ceux qui ont été recueillis dans Rupture Culture. À quoi tenait ce sentiment? Eh bien, à ceci que ce livre, incontestablement un livre de science, se donnait aussi comme un objet textuel, que ce qu'il disait de l'œuvre d'art, du tableau, de la peinture, il le montrait dans sa structure même, et jusque dans l'étoffe de ses phrases. Et il le montrait par le triple déplacement qui s'y opérait. Soit, pour le dire très vite, déplacement théorique de l'image à la peinture, c'est-à-dire d'une phénoménologie de l'imagination à une phénoménologie de la perception que viendrait étayer une sémiologie de la peinture, déplacement épistémologique de tout cela que théorie du nuage interrogeait, la peinture dans sa tradition occidentale depuis Giotto, vers un ordre de questions venu du matérialisme historique, de la linguistique, de la sémiotique et de la psychanalyse. Déplacement anthropologico-culturel, enfin, de l'Occitan médiéval, renaissant et classique, vers l'Extrême-Orient, avec le puissant contre-champ que perd la dernière partie du livre. Il n'est pas jusqu'à la structure des phrases, Georges faisait allusion dans la conférence d'ouverture, il n'est pas jusqu'à la structure des phrases qui ne requérait l'attention du lecteur à ce qui s'écrivait. Des phrases longues, ce fut noté, qui purent en décourager plus d'un. 16 lignes à l'incipit, afin que chacun sût d'entrée de jeu de quoi il retournait. Et 300 pages plus loin, pas moins de 27 lignes à la clausule, en manière de coup de la grâce. Ce n'est pas un lapsus. L'époque, je parle de celle où parut Théorie du nuage,
nous avait appris à lire les textes littéraires, à voir les œuvres d'art, à analyser les uns et les autres en focalisant notre attention sur le travail du signifiant et en faisant toute sa place à l'hypothèse de l'inconscient. On songera par exemple au livre de Lyotard, Discours-figures, publié 2 ans plus tôt. Si le livre de Damisch faisait donc partie de ceux qui appelaient à ce déplacement de l'attention, il avait toutefois cette particularité qu'il était en quelque sorte travaillé par ce qu'il désignait. Il laissait faire ou donnait à se montrer ce qu'il disait. Pour le dire à la manière de Léonard, et dans une formulation commentée à plusieurs reprises par Damisch, s'il était vrai que les œuvres analysées étaient le produit d'un déplacement, c'est cette autre opération, celle du texte, qui le démontrait. C'est donc en ce qu'il opère par déplacement que le travail de Damisch sur les concepts relèverait de la littérature. L'intuition que j'en avais quand je rendis compte dans Critique de l'origine de la perspective m'avait alors poussé à convoquer très élusivement l'exemple du roman et du cinéma, voire du ciné-roman. Comme s'il allait de soi que le livre nous portait vers l'origine du roman, et cela alors même que l'auteur disait ne pas vouloir y aller d'un roman de l'origine, afficher sa volonté, reprenant les mots de Cocteau, d'éviter systématiquement le conte. Vous me permettrez de citer ce que j'écrivais à ce propos, donc en 1988. Pourquoi ne pas dire l'espèce de fascination à laquelle nous prennent maint passage descriptif d'un livre dont les spirales, qui certes ne doivent rien au rococo, se superposent et s'entrelacent de façon sensible à la géométrie minérale des cités utopiques et y évoquent, pour conjurer quelles figures absentes ou s'absentant, une représentation qui, au théâtre de la mémoire, n'aura cessé de s'annoncer comme imminente dans le passé, sur le point d'avoir eu lieu déjà, quelques années dernières, à Urbino. Origine du roman. Selon cette logique, ce n'est assurément pas un hasard, comme on dit, si 4 des livres d'Hubert Damisch ont été publiés dans la collection Fiction et compagnie. Le point important résidant dans la conjonction qui lie à la fiction toute la compagnie et qui induit à penser la fiction non tant sur le mode de A Willing Suspension of Disbelief que sur celui d'un travail de fictionnement, de façonnement, de modelage, de figuration, de figurabilité. Bref, à penser la pensée comme fiction, ainsi que Mallarmé, lecteur de Descartes, l'entendait. Extrait des notes de 1869. Toute méthode est une fiction et bonne pour la démonstration. Le langage lui est apparu l'instrument de la fiction. Il suivra la méthode du langage, la déterminer. Enfin, la fiction lui semble le procédé même de l'esprit humain, c'est elle qui met en jeu toute méthode. Il nous faudra voir comment le langage, chez Damisch, est instrument de la fiction. Brûlant quelques étapes, une manière d'y aller serait de passer par ce qui est indéniablement, et alors au sens le plus usuel du mot, une fiction, le messager des îles, dont il faut bien que l'on parle tout de même durant ce colloque, et je pense que je suis un peu là pour cela. 2 traits en particulier font sens pour mon propos. Le premier tient au jeu sur les instances d'énonciation qui s'ouvrent dès l'incipit, dans le sillage d'une opposition que je qualifierais d'inquiétante, d'abord assumée par le narrateur. Rappelez-vous donc cette phrase, « En dépit des événements, l'été fut d'une grande beauté ». Opposition aussitôt redoublée et ainsi mise en abîme par la voix au discours indirect et sous le point de vue du personnage principal, non sans une entreglose du narrateur. Je lis la suite. Tel, disait-il avec une pointe de malice grammaticale, alors que la saison n'en était qu'à ses débuts, qu'il n'en connaîtrait pas d'autre de son vivant. Le second trait, pour s'articuler à un topos canonique
du récit romanesque sous ses espèces les plus délicieusement enfantines, voire infantiles, celui du manuscrit trouvé. Le second trait joue sur l'instabilité qui, dans le passage pivot de ce manuscrit, résulte de la double entente à laquelle se prête une phrase au futur, susceptible qu'elle est en effet d'être lue soit en régime descriptif, soit en régime prescriptif, en sorte que l'auteur du manuscrit, qui n'est autre que le personnage dont la voix se mêlait à celle du narrateur à l'ouverture du récit, semble annoncer sa propre disparition. Ce que le narrateur commente ainsi. Un semblable procédé était d'autant plus retors qu'il misait ouvertement sur l'effet de réalité que ne pouvait manquer d'induire, en termes d'énonciation, le passage inopiné du régime descriptif au régime prescriptif. L'effet du procédé en question, qualifié de retors, me semble participer de la même torsion. Nous retrouvons peut-être la bande de Mébius dont il était question tout à l'heure, de la même torsion que j'essayais de cerner lorsque je parlais en 1988 d'une représentation qui, au Théâtre de la Mémoire, n'aura cessé de s'annoncer comme imminente dans le passé, sur le point d'avoir eu lieu déjà quelques années dernières à Urbino. D'autant que, dans Le Messager des îles, cette torsion s'exerce très précisément sur un film, Pandora, variation hollywoodienne sur le thème du Hollandais volant, à cette différence près que, dans la variation au carré qu'en propose Damisch, les rôles sont inversés, puisque l'homme, pour le dire ainsi, est dans l'eau et la femme sur le bateau. Je laisserai la délégation viennoise, comme l'appelait peu charitablement Nabokov, se prononcer sur la signification de cette inversion des rôles, en quelque sorte. Mais l'air de famille que Le Messager des îles partage avec l'origine de la perspective est encore plus marqué que ne le donne à penser cette parallaxe temporelle. En effet, le décalage des points de vue et le jeu sur les régimes dénoncés opéraient déjà dans le grand livre de 1987, comme le manifestait à l'orée de la troisième et dernière partie, la représentation suspendue, l'entrée du tu. Cette intrusion de la deuxième personne étant alors mise au compte non du roman, mais des vieux traités. Et maintenant, ce tableau que tu connaissais mieux que quiconque, ce qui m'impose à ce point d'en appeler à ton témoignage et de passer, suivant un tour fréquent dans les vieux traités, du jeu au tu et d'un régime de discours à un autre, celui-là explicitement dialogique. Dialogique. Le mot même de Bakhtin, et non pas simplement dialogal. Tant il est vrai que ce qui est en cause, ce n'est pas l'alternance des instances d'énonciation, la rotation des rôles conversationnels, mais l'écho, la trace du travail du tu dans le jeu. Soit un travail sur le concept philosophique de sujet, qui, en effet, d'en passer par un échange de points de vue, pourrait bien relever de la littérature. Dans l'entretien paru dans Perspective, ce que Damisch présentait comme un travail qu'il avait en vue, qu'il avait dans sa visée, était aussi étayé par cette affirmation. Une chose m'a toujours frappé. Un texte réussi d'un écrivain sur un peintre est toujours meilleur que celui d'un historien de l'art. L'affirmation est lourde de conséquences, certainement, mais pour considérer celle-ci dans tout le développement, encore faudrait-il déjà pouvoir être assuré d'identifier les places occupées par l'écrivain et l'historien de l'art. À poser la question en ces termes, qui sont ceux des logiques identitaires, il n'est pas sûr que l'on se donne les moyens, sinon d'y répondre, du moins de l'entendre, quand le propos de Damisch semble nous orienter non vers ce qu'est l'auteur,
mais vers ce qu'il fait ou laisse se faire. Et ce qui permet le mieux de le comprendre, c'est la citation que Damisch, au cours de nos conversations, a voulu donner pour épigraphe à l'entretien de perspective. Ce sont 2 répliques tirées de Palude, d'une véritable provocation en ce lieu, je veux dire, dans la revue de l'Institut national d'histoire de l'art, en dépit de toute l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais il faut écouter tout de même ce qui est dit dans cette épigraphe choisie par Damisch. Il n'y a plus de vérité du tout puisque vous arrangez les faits comme il vous plaît. J'arrange les faits de façon à les rendre plus conformes à la vérité que dans la réalité. Alors, la première réplique est prononcée par Angèle, la seconde par le narrateur qui a entrepris de lui lire les notes prises en vue d'un livre, Palude, dont le personnage principal se nomme, comme chez Virgile, Tityre. Ceux qui savent exactement ce qu'est un historien de l'art et ce qu'est un écrivain tireront prétexte d'une telle citation, comme je le disais à l'ouverture de mon propos, pour au pire disqualifier l'entreprise d'Hubert Damisch comme purement littéraire, ou au mieux l'enrôler sous la bannière d'un relativisme épistémologique intégral qui, à la façon du perspectivisme dont on crédite Nietzsche, tiendrait qu'il y a autant de vérité que de points de vue ou de discours. Tous les historiens racontent des choses qui n'ont jamais existé, sauf dans la représentation, lit-on dans l'aphorisme 307 d'Aurore, aphorisme intitulé « Facta ». Oui, facta ficta. Ce serait s'accommoder un peu vite de ce que Nietzsche avait en vue. Mais ce n'est pas le sujet. Ce serait surtout ne pas faire droit à ce que Damisch donne à penser en choisissant pour épigraphe la citation de Palude. En effet, le narrateur gidien parle d'un type de discours, le récit de fiction, qui, comme dans la réalité, a lui aussi à connaître de la vérité, mais qui, à la différence de ce qui a lieu dans la réalité, permet d'arranger les faits. Or, l'arrangement des faits est moins une affaire de maquillage ou de trucage que d'ordre, c'est-à-dire de dispositio, de taxis, de lieu, topoi, loci, ou encore de place, mais d'un ordre suffisamment médité, comme aux échecs, pour, s'agissant des textes de Damisch, laisser un espace de jeu au déplacement que perd l'inconscient. Un des effets du déplacement, c'est de rallonger les circuits, de multiplier les détours, de différer la fin en diffusant l'énergie. Tout se passe dès lors comme si le texte, la phrase même, au lieu d'aller droit au but, ce qui est sans doute, en la circonstance, le plus sûr moyen de le manquer, tournait autour de celui-ci, tournait celui-ci, comme s'ils avaient à l'inventer, à le découvrir. De la même façon que le texte, dans sa construction d'ensemble, multiplie les digressions, les pas de côté, les écarts, les emboîtements, la phrase avance à force de questions, d'hypothèses, de double négation, d'adversatives et de concessives. Il y a dans cette manière de faire quelque chose de polyphonique, de dialogique, qui tient tout autant, sinon plus, qu'à la façon de convoquer références et citations, à l'inscription dans l'écriture des différents points de vue sous lesquels l'objet est abordé, et plus encore à ce qui me paraît être une mise en question du sujet. Ainsi, le point de vue, ou plus précisément le point du sujet, pourrait bien avoir été la grande affaire d'Hubert Damisch, celle qui l'a occupé depuis toujours, et pas seulement dans ses travaux sur la perspective. Il me semble que cette question intervient dans son travail à 3 titres au moins. Comme le temps nous est compté à tous, et ainsi que je l'avais annoncé, je réserve pour la version publiée, si jamais il y en a une,
les développements sur ces 3 points de vue sur le point de vue, et je me contenterai ici de les énumérer et d'en dire 2 ou 3 mots pour m'attarder sur un aspect du 3e par lequel je terminerai. Le point de vue peut être compris dans la perspective du structuralisme. Donc Damisch retient la méthode, mais dont il diffracte la proposition fondatrice. Proposition fondatrice, c'est celle notamment que vous trouvez dans le cours de linguistique générale de Saussure, le point de vue crée l'objet. Il diffracte cette proposition en levant dans chaque œuvre les possibles qu'elle aura ouverts. Le futur antérieur, les possibles que l'œuvre aura ouvert, le futur antérieur ou futur dans le passé, et le temps même, on y reconnaît une marque stylistique de Damisch, mais il faut aller au-delà, c'est le temps même de cette parallaxe temporelle constitutive de la dimension intrinsèquement anachronique qui est celle de l'acte historiographique. C'est encore d'une autre façon que le point de vue est traité dans la perspective de la phénoménologie. Pour aller vite, là encore, je rappellerai seulement que de celle-ci, entre Sartre et Merleau-Ponty, Damisch retient les éléments qui lui permettent de penser la différence entre l'image, dans une théorie de l'imagination, et le tableau, dans une théorie de la perception, et donc le déplacement de l'un à l'autre. La psychanalyse ouvre le 3e point de vue sur le point de vue. 3 moments théoriques peuvent être isolés. Le premier moment se noue à la relation disjonctive entre le symbolique et l'imaginaire, c'est-à-dire entre 2 ordres de place qui ne sont pas moins contraints ou déterminés, voire surdéterminés, l'un et l'autre, mais dont l'articulation laisse du jeu. Le deuxième moment a trait à la notion de construction. La comparaison entre la tâche de l'historien et celle de l'analyste a été élaborée par Damisch dans un passage d'un souvenir d'enfance par Piero della Francesca, où il prend appui sur l'un des derniers textes de Freud, Construction dans l'analyse. Sollicitant un passage de la Traumdeutung et une traduction qu'on a proposée Patrick Lacoste, je dirais pour ma part que le parti constructiviste ou constructionniste, si tant est qu'il ne perde pas de vue l'objet, ce qui, dans l'analyse, peut être tout de même gênant. Ce parti impose de savoir conjuguer les 2 points de vue suivants. Du côté de la théorisation, prendre l'échafaudage pour le bâtiment, c'est oublier, dénier, que le savoir est une construction. Du côté de l'objet théorisé, prendre la charpente pour la construction terminée, c'est une autre traduction possible, comme le rappelle Lacoste. Prendre la charpente pour la construction terminée, c'est oublier, dénier, que pour l'historien, tel que Damisch en comprend la tâche, comme pour l'analyste, l'architectonique et la décoration ne cessent d'avancer de pair. Si le travail de l'analyste, comme celui de l'analysant, passe par le langage, puisque c'est dans le langage que l'inconscient travaille, le langage est aussi par force l'élément dans lequel se produit le discours sur l'art. Le 3e moment sur lequel je vais m'arrêter est donc celui du langage, et l'on a compris qu'il ne s'agit pas ici, entre le clivage du symbolique et de l'imaginaire, la construction et le langage, de tracer une succession, mais simplement si je puis dire, de repérer les 3 brins d'une tresse, de sonder ce qui fait épaisseur dans le plan du sujet. Je reprends des formulations que l'on trouve sous la plume de Damisch. Eh bien, il faut commencer par rappeler qu'à une époque où la psychanalyse est encore très peu présente dans le travail d'Hubert Damisch, voire totalement absente, la question du savoir sur l'art et de l'art comme savoir ou pensée était déjà posée comme indissociable de celle de l'écriture sur l'art.
Exemplaire à cet égard me paraît un passage de la lettre sur Marat, adressée au peintre Matta, à la date du vendredi 8 avril 1966. Le texte a été repris dans Rupture Culture. Damisch y appelle de ses voeux un peintre qui pourvoirait l'époque, je cite, « d'une image qui devrait l'essentiel de sa puissance de scandale à une rhétorique proprement picturale ». Le rapport de l'écriture à la peinture est alors appréhendé par lui dans des termes qui sont à la fois ceux de la sémiologie et de la phénoménologie. L'image, fût-elle peinte, de par sa composante figurative, tient son sens du langage. C'est l'une des lignes argumentatives de ce texte. Et la stratégie adoptée est celle qui consiste à faire jouer cette contrainte pour l'exposer et en tirer ce que Damisch appelle des effets inédits. Beaucoup plus récemment, dans les notes prises en marge du Work in Progress sur Signorelli, très exactement dans le texte « La mise du sujet », publié dans les actes du colloque de la Villa Médicis, Damisch a eu l'occasion de préciser par 2 fois l'incidence de l'inconscient sur le rapport à l'œuvre et sur le discours qui le prend en charge. À ses yeux, l'inconscient n'est mis en jeu que pour autant qu'il s'agit non plus de prêter une voix aux œuvres, mais, écrit-il, de s'interroger sur ce qui, en elles et à leur contact, nous fait parler, nous fait écrire. On voit par là que le programme structuraliste visant à dégager les opérations intervenant au sein d'un groupe de transformation pour prendre la mesure du champ de possible ainsi ouvert dans le champ de l'art, ce programme ou ce projet inclut les possibles ouverts dans le discours par les dites opérations. Et de la même façon que ce qui de l'inconscient est à l'œuvre dans l'œuvre ne se manifeste que par l'entremise du regardeur, c'est dans sa parole qu'il se fait jour via les associations ainsi libérées, les unes, écrit Damisch, plus ou moins savantes, les autres qui échappent à tout contrôle, hors celui du refoulement. Il en irait alors d'un tel discours sur l'art, si l'on suit ce qui est dit un peu plus loin dans ses notes sur Signorelli, comme de celui qui accourt dans le cadre de l'analyse, la critique dérivant, je serais presque tenté de dire déclinant, vers la clinique. Damisch nous dit que la critique n'est jamais plus intéressante ni plus persuasive, fin de citation, que quand elle se rend disponible à l'inconscient, qu'elle est travaillée dans sa forme par des forces qui produisent des déplacements et libèrent des associations. Je donnerai volontiers à ce processus le nom de clinamen critique. La parenté des formules employées, la saturation axiologique, évoque en outre la déclaration déjà citée qui figure dans l'entretien de perspective et qui me ramène à mon propos, je vous le rappelle, un texte réussi d'un écrivain ou d'un peintre est toujours meilleur que celui d'un historien de l'art. Ah, que c'est agréable de dire cela ici. C'est donc bien à la fois en ce qu'il calcule ses effets et se met à l'écoute de l'inconscient que le travail sur les concepts relève de la littérature. Celle-ci commençant, si l'on peut dire, dès l'instant où le langage nous apparaît, selon le mot de Mallarmé, un instrument de la fiction. En conséquence, c'est en tant qu'art du langage que la littérature communique, comme on le dit des vases, avec les arts qui ne sont pas du langage. Et cela signifie 3 choses. Tout d'abord, qu'avec Benveniste, il nous faut reconnaître, dans ce que celui-ci nomme la faculté métalinguistique, je cite, l'origine de la relation d'interprétance par laquelle la langue englobe les autres systèmes. En deuxième lieu, que de cette position de la langue par rapport aux autres systèmes sémiotiques, il est hors de question, c'est un paralogisme, de déduire la supériorité d'un art, en l'occurrence celui du langage, sur tous les autres.
À l'appui de cette assertion, je convoquerai un passage du texte de Damisch, D'un cinéma enfin parlant, dans lequel il soutient que notre savoir sur la Shoah et sur Hiroshima n'est pas passé par les images seules. Serge Danet, rappelle-t-il, en avait fait le constat quand il écrivait que, c'est la phrase de Danet, c'est quand même la voix qui compte. Et cela à propos des images projetées lors du procès de Nuremberg. Ces non-images, c'était le mot de Danet, qui laissèrent sans voix ceux qui les virent. Ce dont il est question dans le texte de Damisch, c'est donc de la relation entre dire et montrer, telle qu'elle vient à se poser dans le cinéma depuis l'avènement du parlant. Puissance des images, certes, mais Damisch invite à prendre en considération le savoir dont les lestent la parole, à commencer par celle des témoins. Le Shoah de Lanzmann sert de fil directeur à son texte. Perce alors une note d'impatience, comme parfois, comme souvent, chez Damisch. On n'a pas oublié la phrase inaugurale de l'origine de la perspective. Ce livre est né d'une impatience. Et on en a eu un très beau témoignage encore tout à l'heure avec le film de Terry. Donc, voici la note d'impatience. Encore, y fallait-il une voix et qui sût trouver les mots pour le dire, sans qu'il y ait là matière à controverse sur le primat prétendu du langage, sur toute autre forme d'expression, ainsi que le voudrait une litanie en honneur dans les études sur l'art, mais qui est dépourvue de sens face aux non-images que disait Danet. La crispation, je dirais, identitaire sur la précédence hiérarchique d'un art par rapport à un autre, la logique paragonale n'est pas de mise dès lors que c'est plutôt de la conversion, de l'échange, du passage de l'un dans l'autre que nous devons avoir le souci. Comme dit Damisch à propos du film de Lanzmann, il y avait là quelque chose qui nous était donné à voir autant qu'à écouter, et jamais l'un sans l'autre. Car, et c'est mon troisième et dernier point, compte doit être tenu dans cette affaire du dire et du montrer de ce que Damisch nomme si bien la dénivelée. Un mot qui laisse entendre que c'est en termes non de qualité substantielle, mais d'intensité et d'investissement énergétique que doivent être appréhendés les rapports entre les arts. La question donc, je le cite, c'est dans la peinture en écharpe, de la différence entre les arts, ou, pour mieux dire, de leur dénivelé, avec tous les effets dynamiques qui s'ensuivent, de production d'énergie, de circulation, d'échange, de transfert, de conversion. Et ce n'est pas sans une certaine forme d'impatience que je réagirai à mon tour à la litanie qui veut absolument opposer les arts visuels au langage en vertu d'une confusion hâtive qui, sous couvert de dénoncer le logocentrisme, voire le phallogocentrisme, fait passer l'entièreté de la parole sous les fourches codines du logos, de la raison ratiocinante du discours, oubliant, déniant que la parole, pas moins que l'image, peut aussi être le lieu d'affleurement de l'inconscient. Quand l'écriture montre le travail fictionnant du concept, n'est-ce pas que la littérature est en vue, d'une certaine manière? Je vous remercie.